En 2022, une décision brutale a défié le dogme du désert sahélien. Alors que les modèles dominants annonçaient l'échec, le Burkina Faso a lancé une expérience jugée risquée, misant sur la gestion plutôt que l'abandon, sans technologie importée ni aide spectaculaire. Pourquoi cette initiative, associée à Ibrahim Traoré, concerne-t-elle directement notre compréhension du développement, de la souveraineté et de la résilience humaine aujourd'hui, parce qu'elle suggère qu'un territoire déclaré perdu peut encore répondre si on change la question posée à la Terre. Cette analyse promet une lecture rigoureuse d'un projet souvent réduit à un symbole, en expliquant ce qui a réellement été fait, pourquoi cela a compté et jusqu'où les enseignements peuvent aller. Le bénéfice est clair, comprendre comment des choix locaux transforment durablement sol, société, gouvernance. L'enjeu dépasse l'environnement car il touche à la sécurité alimentaire, à la stabilité communautaire et à la crédibilité des politiques publiques dans des contextes fragiles. Si l'expérience échoue, elle confirme l'orthodoxie selon laquelle certains territoires doivent être protégés des usages humains. Si elle réussit, elle remet en cause des décennies d'hypothèses sur l'aide, l'expertise et la direction du changement. Ce texte n'idéalise ni ne condamne, mais suit les faits, leurs séquences et leurs effets observables. Il s'agit aussi d'un test politique. Démontrer qu'un État peut prendre des risques mesurés sans validation externe préalable. Le lecteur est invité à examiner non seulement les résultats, mais les mécanismes qui les ont produits. Car la vraie question n'est pas ce qui a repoussé dans le Sahel, mais ce que cela oblige à repenser ailleurs. Les premiers relevés ont contredit les prévisions dominantes. La mortalité du bétail est restée entre 6 et 8%, bien en dessous des 20% redoutés. Dans les zones test, la matière organique des sols a augmenté d'environ 11% en un an, sans hausse des précipitations. Ces deux constats ont forcé un réexamen du point de départ. Au début de 2022, le nord du Burkina Faso faisait face à une trajectoire devenue familière dans le Sahel. Les pluies oscillaient depuis 5 années consécutives entre 300 et 380 mm par an, bien en dessous des moyennes historiques. La couverture végétale était tombée sous les 20% dans plusieurs provinces et l'insécurité alimentaire progressait. Les réponses proposées par les partenaires internationaux suivaient un schéma connu. Programme pilote, technologie importée, aide à court terme. Aucune ne traitait la question centrale. Comment vivre durablement sur une terre déjà déclarée perdue ? Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le diagnostic a été reformulé. La terre n'a plus été décrite comme une victime irrémédiable, mais comme un système perturbé par des modes de gestion inadaptés. Cette relecture s'appuyait sur des modèles écologiques de pâturage et sur des savoirs pastoraux transmis sur plusieurs générations. C'est dans ce cadre qu'a émergé le projet dit du troupeau du désert. L'approche était concrète. 10 000 bovins, sélectionnés pour leur tolérance à la chaleur et leur résistance aux maladies, ont été introduits sur environ 120 000 hectares de terres semi-arides. Leur déplacement était strictement contrôlé, avec des rotations fréquentes destinées à éviter le surpâturage tout en maximisant l'impact sur le sol. L'objectif n'était pas la production de viande, mais la régénération. Chaque animal devait contribuer quotidiennement à restaurer la vie microbienne, fertiliser naturellement et briser les croûtes de sol durcies. À l'extérieur, beaucoup y ont vu une prise de risque idéologique. À l'intérieur, c'était un pari assumé sur le temps, la discipline et la capacité des communautés à gérer leur propre environnement. Sur le terrain, le projet a pris forme à travers des figures rarement visibles dans les récits internationaux, des éleveurs locaux, des anciens de village et de jeunes pasteurs formés à l'observation. Ces acteurs n'étaient pas des exécutants passifs, mais des guides opérationnels. Les anciens ont cartographié les itinéraires de pâturage en fonction des saisons et des sols. Les plus jeunes ont appris à relever l'humidité du sol, l'état de la végétation et la santé des troupeaux. Cette combinaison de mémoire longue et de mesures simples a structuré les premières décisions quotidiennes. Les 6 premiers mois ont été éprouvants. Les températures ont souvent dépassé 43 degrés, l'accès à l'eau restait fragile et les déplacements de bétail exigeaient une discipline
constante. Les critiques ont pointé ces conditions comme des preuves d'un échec imminent. Pourtant, à ce stade précoce, les effets observables ne concernaient pas encore le paysage mais les comportements. Les rotations ont réduit la pression sur certaines zones, les conflits locaux liés au pâturage ont commencé à diminuer et la coordination communautaire s'est renforcée. Le rôle de l'État est resté discret. Sous Ibrahim Traoré, l'orientation a été donnée sans mise en scène publique, laissant les données s'accumuler avant toute déclaration. Cette retenue a permis aux équipes locales d'ajuster les pratiques sans pression politique immédiate. L'impact le plus rapide n'a donc pas été écologique, mais organisationnel. Une capacité collective à planifier, corriger et persévérer dans un environnement instable. Ce déplacement du centre de gravité des experts externes vers les communautés concernées a préparé le terrain pour des résultats mesurables ultérieurs. Le véritable enjeu était déjà visible. La gestion change avant que la Terre ne réponde. Avant le lancement effectif, le projet existait surtout comme une hypothèse contestée. Après l'introduction des troupeaux, il est devenu une séquence d'action irréversible. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, la bascule s'est opérée lorsque la théorie a été traduite en calendrier précis, en règles strictes et en responsabilités locales clairement définies. La phase d'activation a commencé fin 2022, lorsque les 10 000 premiers bovins ont été déployés sur les zones identifiées. Il n'y a pas eu de cérémonie, ni de communication internationale. Les animaux ont été répartis par groupe, déplacés selon des cycles courts, parfois tous les quelques jours. Chaque déplacement obéissait à un double objectif, exercer une pression temporaire sur le sol sans l'épuiser, puis laisser le temps à la régénération. Cette logique allait à l'encontre des pratiques antérieures, marquées soit par le surpâturage continu, soit par l'exclusion totale des usages humains. La montée vers un point de tension maximale a été marquée par une succession de tensions. Les conditions climatiques sont restées sévères, avec des pics de chaleur réguliers et des ressources hydriques limitées. Les pertes de bétail, redoutées par de nombreux observateurs externes, ont effectivement eu lieu, mais sans atteindre les niveaux catastrophiques annoncés. Cette période a exigé une discipline constante, ajustement des rotations, surveillance vétérinaire rapprochée, arbitrage quotidien entre risques immédiats et bénéfices différés. C'est aussi là que les critiques se sont intensifiées, qualifiant l'approche d'expérimentation dangereuse, voire de gestes politiques symboliques sans fondement scientifique. Pourtant, à mesure que les mois passaient, certains signaux ont cessé de correspondre au récit de l'échec attendu. Les troupeaux se stabilisaient, les parcours devenaient plus prévisibles, les équipes locales rapportaient des changements subtils dans la texture des sols et la persistance de l'humidité après les pluies. Ces indices, encore fragmentaires, ont constitué le point culminant silencieux du projet, le moment où l'on continue, non par conviction idéologique, mais parce que les observations empiriques l'exigent. Les effets de second ordre se sont manifestés en 2023 et 2024, lorsque les premières évaluations structurées ont été consolidées. Sans annonce spectaculaire, les données internes ont commencé à circuler au sein des institutions nationales. Elles montraient une cohérence entre pratique et résultats, suffisamment robuste pour justifier la poursuite et l'extension contrôlée du modèle. À ce stade, le projet n'était plus seulement une initiative environnementale, mais un précédent administratif et politique. Il influençait la manière dont d'autres politiques rurales étaient pensées, testées et séquencées. La chronologie révèle un enchaînement précis, une décision initiale controversée, une phase de tension maximale, puis une normalisation progressive fondée sur l'accumulation de preuves. Ce n'est pas un récit de succès instantané, mais celui d'un processus qui a résisté au temps. C'est dans cette durée, plus que dans l'événement, que le projet a commencé à peser. Au départ, les indicateurs décrivaient une dégradation continue. Ensuite, ils ont montré une inversion mesurable. Ce basculement ne reposait pas sur une variable isolée, mais sur un faisceau de mesures suivies dans le temps, comparées à des zones témoins et interprétées avec prudence. Le premier indicateur concerne la mortalité du bétail. Les projections initiales, établies par des consultants externes, anticipaient des pertes supérieures à 20% durant les premières phases. Les relevés effectifs
ont montré une stabilisation entre 6 et 8%, malgré des températures élevées et des ressources hydriques contraintes. On peut l'interpréter ainsi. La rotation réduit le stress animal et limite les pathologies cumulatives. Cette différence n'est pas marginale. Elle place le projet dans des taux comparables et parfois inférieurs aux systèmes pastoraux traditionnels de la région, invalidant les hypothèses d'un effondrement sanitaire inévitable. Le deuxième indicateur porte sur la qualité biologique des sols. Les analyses comparatives ont relevé une hausse moyenne de 11% de la matière organique dans les parcelles de rotation par rapport aux zones de contrôle. On peut l'interpréter ainsi. Apports organiques réguliers, relance, cycle microbien et fertilité fonctionnelle. Cette progression est notable car elle s'est produite sans augmentation des précipitations ni amendements externes. Les mécanismes observés sont simples. Dépôts organiques quotidiens, fragmentation des croûtes de surface par le piétinement contrôlé et meilleure infiltration des pluies rares. Le troisième indicateur examine la couverture végétale et la rétention hydrique. Entre la ligne de base et les mesures consolidées de 2025, la densité végétale des zones concernées a atteint 38%, soit presque le double du niveau initial, tandis que la rétention d'humidité du sol augmentait de 27%. On peut l'interpréter ainsi. Sols structurés conservent l'eau, prolongent survie végétale en saison sèche. Ces résultats sont cruciaux car ils dissocient la régénération de toute amélioration climatique externe. Les pluies n'ont pas augmenté, la variable déterminante est la gestion. Au-delà des chiffres bruts, la cohérence entre indicateurs renforce leur crédibilité. Une mortalité contenue soutient la stabilité des troupeaux. Des sols enrichis favorisent la repousse végétale. Une couverture accrue améliore la rétention d'eau, réduisant la vulnérabilité aux épisodes secs. Ce chaînage limite l'interprétation opportuniste d'un résultat isolé. La prudence méthodologique a également compté. Les équipes ont évité les annonces précoces, privilégiant des séries temporelles suffisamment longues pour exclure les effets saisonniers. Les comparaisons avec des zones non traitées ont servi de garde-fou contre l'autosélection des données. Cette retenue explique en partie pourquoi les résultats ont d'abord circulé en interne avant d'attirer l'attention extérieure. Sous Ibrahim Traoré, cette discipline des preuves a été assumée comme un principe politique. L'idée n'était pas de démontrer une exception spectaculaire, mais de vérifier si une hypothèse locale pouvait produire des effets reproductibles. Les chiffres n'ont pas tout expliqué, mais ils ont fait l'essentiel, rendre l'hypothèse falsifiable, puis la confirmer progressivement. Ainsi, la valeur du projet tient moins à l'ampleur absolue des pourcentages qu'à leur alignement. Quand des indicateurs indépendants évoluent dans le même sens, l'argument cesse d'être narratif. Il devient empirique. La première objection sérieuse concerne l'évolutivité. Les critiques reconnaissent des résultats locaux, mais soutiennent que ce modèle ne peut fonctionner qu'à petite échelle dans des zones spécifiques, avec une cohésion communautaire rare. Selon eux, étendre ces pratiques risquerait de diluer la discipline nécessaire aux rotations, d'augmenter les conflits d'usage et de transformer un succès ponctuel en échec systémique. Dans cette lecture, le projet serait une exception intéressante, mais non transférable. La seconde objection porte sur le risque structurel. Miser sur le bétail, dans un contexte de sécheresse chronique, serait, selon certains analystes, une stratégie vulnérable aux chocs climatiques extrêmes. Une série de saisons exceptionnellement sèches ou une crise sanitaire imprévue pourrait inverser rapidement les gains observés. Cette critique souligne que les indicateurs positifs mesurés sur quelques années ne garantissent pas une résilience à long terme face à des aléas de plus en plus fréquents. Ces arguments méritent d'être pris au sérieux. Pourtant, les données disponibles apportent des éléments de réponse. Sur l'évolutivité, le projet n'a jamais été présenté comme une recette uniforme. Il repose sur des principes adaptables plutôt que sur des procédures figées, rotation contrôlée, observation continue, ajustements locaux. Les premières extensions ont été graduelles, précisément pour tester les limites organisationnelles avant toute généralisation. Cette progression lente est un choix de conception, non une faiblesse. Concernant le risque climatique, les indicateurs clés ne reposent pas sur une amélioration externe des conditions. Les précipitations sont restées stables. Les gains observés tiennent à la structure des sols, à la rétention d'eau et à la réduction du stress animal.
Autrement dit, le modèle n'élimine pas les chocs, mais il en amortit les effets. C'est une distinction essentielle entre invulnérabilité illusoire et résilience fonctionnelle. Sous Ibrahim Traoré, cette approche a été assumée comme expérimentale et révisable. Les critiques ne sont pas ignorées, elles servent de balise. Le projet ne prétend pas offrir une certitude, mais une capacité d'apprentissage institutionnel. Dans ce cadre, la question n'est pas de savoir si le modèle est parfait, mais s'il est plus robuste que les alternatives testées jusqu'ici. Le débat reste ouvert, mais il s'est déplacé. Il ne porte plus sur la faisabilité immédiate, mais sur les conditions de durabilité. Le centre de gravité a changé. Jusqu'ici, le projet pouvait encore être lu comme une initiative environnementale atypique, mesurée à l'aune de sol, de troupeaux et de pourcentages. Le véritable basculement apparaît lorsque l'on observe ce qui n'était pas prévu comme indicateur principal. À mi-parcours, ce n'est plus la Terre seule qui répond, mais l'organisation politique qui se réajuste autour des résultats. À partir de 2024, les données cessent d'être perçues comme un pari risqué, toléré provisoirement. Elles deviennent une référence interne. Des ministères qui s'appuyaient auparavant sur des cadres importés commencent à citer le projet dans leurs arbitrages sur les droits fonciers, l'accès à l'eau et l'investissement rural. La régénération sort de la marge environnementale pour entrer dans le cœur des discussions sur la sécurité alimentaire et la stabilité nationale. Sous Ibrahim Traoré, ce glissement est assumé sans déclaration solennelle. Le projet n'est pas présenté comme un symbole, mais comme une preuve opérationnelle. Cette posture modifie la hiérarchie habituelle. Ce ne sont plus les modèles théoriques qui autorisent l'action, mais les résultats observés qui réorganisent la politique. Le changement d'équilibre est là. La souveraineté cesse d'être un discours et devient une méthode, fondée sur la capacité à apprendre, ajuster et décider sans attendre une validation externe. Ce point médian marque une rupture silencieuse. Le projet n'est plus défensif, il devient structurant. Les effets du projet deviennent pleinement lisibles lorsqu'on les observe à travers 4 groupes directement concernés. Chacun a expérimenté des changements distincts mais interdépendants, révélant une transformation systémique plutôt qu'un gain isolé. Du côté des institutions publiques, les résultats ont modifié la manière de concevoir l'action publique. Les politiques environnementales ne sont plus traitées comme des programmes périphériques, mais comme des leviers centraux de sécurité et de stabilité. Les données issues du terrain ont servi de référence lors de débats sur l'allocation des terres, la gestion de l'eau et les investissements ruraux. Cette évolution a réduit la dépendance aux cadres standards importés et renforcé la légitimité des décisions prises localement. Sous Ibrahim Traoré, l'État a gagné en crédibilité non par le discours, mais par la cohérence entre choix et résultats mesurables. Du côté de l'économie pastorale et des activités locales, pour les éleveurs et les acteurs économiques ruraux, les conséquences ont été immédiates. La réduction de la mortalité du bétail et la stabilisation des parcours ont amélioré la prévisibilité des revenus. Les ménages ont pu planifier, investir dans l'entretien des habitations, le stockage de l'eau et l'achat de nourriture en période de stress climatique. Cette amélioration, estimée entre 32 et 40% sur plusieurs années dans les zones concernées, n'a pas créé de richesse soudaine, mais une continuité économique. La prévisibilité a remplacé l'urgence permanente. Sur le plan des communautés et de la vie sociale, la diminution des migrations saisonnières, évaluée à près de 25%, a eu des effets profonds. Les enfants sont restés plus longtemps à l'école. Les personnes âgées n'ont plus été laissées en arrière lors des déplacements forcés. Les conflits entre communautés pastorales et agricoles ont reculé avec la clarification des itinéraires et des usages. La participation locale à la gestion a renforcé la confiance entre villages et institutions, transformant des bénéficiaires passifs en co-responsables. À l'échelle régionale et dans la perception internationale, le projet a modifié la position du Burkina Faso dans les débats sur le Sahel. Les délégations étrangères et les institutions académiques ont commencé à s'y référer comme étude de cas, non comme exception folklorique. Cette reconnaissance a déplacé le regard d'un territoire perçu comme dépendant vers un espace capable de produire des solutions adaptées.
Elle a aussi suscité des résistances, car elle remet en cause des architectures d'aide fondées sur l'expertise descendante. Pris ensemble, ces effets dessinent une conséquence majeure. La régénération n'est plus seulement écologique, elle est institutionnelle, économique et sociale. Le projet a montré que des choix de gestion peuvent réaligner ces dimensions sans intervention spectaculaire. C'est ce réalignement, plus que les chiffres, qui explique la portée durable de l'expérience. À court et moyen terme, l'expérience ouvre 3 trajectoires plausibles. Elles seules ne prédisent pas l'avenir, elles encadrent des conditions. Chacune dépend de choix politiques, de capacités locales et de la constance des pratiques observées jusqu'ici. Dans un scénario de base, si les rotations restent disciplinées et si la collecte de données continue au même rythme, les gains actuels se stabilisent. La couverture végétale progresse lentement, la mortalité animale demeure contenue et la prévisibilité des revenus persiste. Dans ce cadre, l'État consolide l'intégration du modèle dans ses politiques rurales sans expansion brutale. Si la gouvernance maintient l'apprentissage incrémental, alors les résultats deviennent routiniers plutôt qu'exceptionnels. Le principal risque est l'essoufflement administratif, pas l'effondrement écologique. Dans un scénario optimiste, si les capacités de formation s'élargissent et si la coordination intercommunale s'améliore, le modèle est étendu de manière graduée à de nouvelles zones compatibles. Les indicateurs de sol et de rétention hydrique s'améliorent suffisamment pour amortir des saisons sèches plus sévères. Si les institutions capitalisent sur les données pour ajuster droits fonciers et accès à l'eau, alors l'effet de levier dépasse l'environnement et renforce la stabilité locale. Dans cette trajectoire, le Burkina Faso devient une référence opérationnelle, non par imitation mais par démonstration. Dans un scénario défavorable, si la pression politique accélère l'expansion sans discipline, ou si des chocs sécuritaires perturbent la gestion quotidienne, les rotations se dégradent. Les indicateurs perdent en cohérence, alimentant des lectures opportunistes. Si la méthode est figée en slogan plutôt qu'en pratique adaptable, alors les gains peuvent comme s'éroder, ravivant les critiques sur l'imprudence initiale. Le risque principal n'est pas climatique, mais organisationnel. Une recommandation traverse les 3 scénarios, préserver la logique conditionnelle. Les décisions doivent rester liées à des seuils observables, pas à des calendriers politiques. Sous cette approche, l'expérience conserve sa valeur, même en cas de ralentissement. Elle fournit des signaux, pas des promesses. La clé des 6-12 prochains mois n'est donc pas l'ampleur, mais la séquence. Continuez à mesurer avant d'étendre. Ajuster avant de proclamer. Si cette discipline est respectée, alors le projet reste robuste face à l'incertitude. Pour le lecteur, l'intérêt de cette expérience ne tient pas seulement à son caractère africain ou environnemental. Il réside dans les mécanismes transférables qu'elle met en lumière, applicables bien au-delà du Sahel. 3 niveaux d'impact se dégagent selon la position de chacun face aux enjeux de gouvernance et de ressources. Pour les décideurs et cadres publics, le projet montre qu'une politique efficace n'exige pas toujours des instruments complexes ou coûteux. Il souligne l'importance de l'expérimentation encadrée, de la collecte de données simples et de la capacité à corriger rapidement. L'idée centrale est pragmatique. Commencer à petite échelle, mesurer, puis ajuster avant d'étendre. Cette logique réduit le risque politique tout en augmentant la crédibilité institutionnelle. Pour les acteurs économiques et professionnels, notamment dans les secteurs agricoles ou territoriaux, l'expérience rappelle que la prévisibilité vaut souvent plus que la maximisation immédiate. Des systèmes plus stables, même moins spectaculaires, permettent de planifier, d'investir et de réduire les coûts liés à l'urgence permanente. La leçon est transversale. La résilience opérationnelle se construit par des règles claires et une gestion cohérente, pas par des paris isolés. Pour les citoyens et les communautés, le message est plus direct. Être intégré aux décisions qui concernent l'usage des ressources modifie la relation à l'État et au projet moins collectif. La participation n'est pas un supplément moral, elle améliore la qualité des choix. Lorsque les personnes concernées deviennent co-responsables, la conformité augmente et les conflits diminuent. 2 pistes simples émergent pour le lecteur. Premièrement, interroger les politiques locales à partir de leurs mécanismes réels, pas seulement de leurs intentions.
Deuxièmement, valoriser les approches qui lient responsabilité et capacité d'apprentissage plutôt que contrôle rigide. Ces principes, modestes en apparence, expliquent pourquoi certaines initiatives durent quand d'autres s'épuisent. Ce rapprochement avec l'expérience vécue est essentiel. Il transforme une étude de cas lointaine en miroir opérationnel. La traduction du projet en politique durable repose sur une séquence claire, composée d'étapes simples mais exigeantes. Cette feuille de route ne promet pas une reproduction mécanique. Elle définit des conditions d'exécution vérifiables. D'abord, il faut cadrer l'action et clarifier les responsabilités, identifier les zones compatibles et désigner des équipes locales responsables, avec un mandat précis et des objectifs mesurables. Le pilotage doit rester proche du terrain tout en rendant compte à un niveau national. Sous Ibrahim Traoré, cette articulation a permis d'éviter la dispersion et de maintenir une chaîne de décision courte. Ensuite, il s'agit d'établir des règles de gestion adaptative, définir des rotations, des seuils d'alerte et des protocoles de de correction. Qui ajuste quoi, quand et sur la base de quels indicateurs? Cette clarté réduit l'arbitraire et protège la méthode contre les pressions conjoncturelles. Puis, il faut organiser une mesure continue et des comparaisons, suivre un nombre limité d'indicateurs robustes comparés à des zones témoins. La mesure doit être régulière, compréhensible et publique à l'intérieur des institutions concernées. Elle sert d'outil de décision, non de communication. Vient alors la formation et la transmission. Former des relais locaux capables d'observer, d'enregistrer et d'interpréter les données de base. Cette compétence distribuée limite la dépendance aux experts externes et renforce la continuité opérationnelle. Enfin, l'arbitrage doit rester conditionnel. Toute extension doit être conditionnée au respect des seuils observés. Si les indicateurs se maintiennent, alors l'extension est justifiée. Sinon, l'ajustement prime sur l'expansion. Cette règle protège le projet contre l'emballement politique. Ce cheminement transforme une initiative ponctuelle en capacité institutionnelle. Il ne garantit pas l'absence d'échec, mais il en limite le coût et en accélère l'apprentissage. C'est cette logique procédurale, plus que l'innovation elle-même, qui rend l'approche défendable dans le temps. Le projet trouve son écho final dans une image déjà évoquée plus tôt, celle des troupeaux avançant lentement sur une terre autrefois jugée stérile. Ce mouvement n'a jamais été spectaculaire. Il n'a pas cherché à impressionner, pourtant il condense l'essentiel de l'histoire. La transformation n'est pas née d'une rupture brutale, mais d'une persévérance méthodique, presque silencieuse. Ce rappel importe, car il recentre le récit sur ce qui a réellement changé. La Terre n'a pas été sauvée par une intervention extérieure. Elle a répondu à une gestion plus attentive, à une responsabilité partagée et à une confiance accordée à ceux qui y vivent. Cette logique, patiente et peu visible, contraste avec l'attente habituelle de solutions rapides et universelles. Sous Ibrahim Traoré, le choix n'a pas été de promettre des miracles, mais d'assumer un risque mesuré et d'en accepter les conséquences sur la durée. Cette posture a donné au projet une portée symbolique inattendue. Elle a montré qu'un leadership peut se définir par la capacité à laisser une idée mûrir plutôt que par la nécessité de la proclamer. La force émotionnelle de cette expérience tient à sa simplicité. Elle rappelle que la dignité collective se construit souvent loin des projecteurs dans des décisions quotidiennes cohérentes. Quand la gestion rejoint la réalité vécue, même un désert peut cesser d'être une condamnation. Ce récit ne cherche pas à clore le débat, mais à l'ouvrir autrement. Il invite à déplacer le regard, des slogans vers les mécanismes, des promesses vers les conditions qui rendent une politique crédible dans le temps. L'expérience observée n'impose pas un modèle universel. Elle propose un critère de jugement plus exigeant, la capacité d'une décision publique à apprendre, à corriger et à rendre des comptes à partir de faits observables. Pour les lecteurs, l'enjeu est simple et partagé. Dans vos contextes respectifs, quelle politique repose réellement sur des seuils mesurés plutôt que sur des calendriers politiques? Quelles initiatives donnent aux acteurs locaux la responsabilité d'agir, au lieu de les cantonner au rôle de bénéficiaires? Ces questions valent pour l'environnement, mais aussi pour l'économie, l'éducation ou la santé. Si cette histoire vous a semblé utile,
C'est peut-être parce qu'elle rompt avec des cadres familiers. Elle suggère que la confiance se construit par la cohérence et que la souveraineté commence par la maîtrise des choix quotidiens. La discussion mérite d'être poursuivie, non pour célébrer un cas, mais pour interroger nos propres pratiques. Quelles hypothèses gagneraient à être réexaminées chez vous à la lumière de cette expérience ?